Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano, développeur front-end depuis environ 6 ans et je co-anime ce podcast avec Denis Souron. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Bonjour à toi Benjamin, ça va plutôt bien. On va parler d'un sujet assez intéressant aujourd'hui. Donc je rappelle aussi, moi développeur front-end aussi, un peu full stack, mais bon, principalement front-end ces derniers temps. Et depuis à peu près le même temps que toi Benjamin, 6 ans. Et je travaille aussi sur Nantes, un endroit assez agréable à vivre. Je te rejoins là-dessus. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu le format habituel que vous avez connu lors des 2 derniers épisodes et on va parler de Vue.js. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est le format qu'on va faire aujourd'hui ? Alors oui, on voulait se lancer dans un nouveau format, un format un peu plus informel, un peu plus décontracté, un format de découverte, que ce soit pour nous et pour vous aussi, où en fait on va prendre une thématique, un framework, un sujet divers, et on va tout simplement le survoler, pas forcément rentrer dans le détail de plein de choses, des éléments techniques, parce que on n'a pas forcément tous le niveau de maturité nécessaire pour ça. Et donc aujourd'hui, Vue.js, un framework front-end que j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal, mais jamais au niveau professionnel. Donc c'est pour ça qu'on a une approche aujourd'hui qui est un peu plus légère. Et donc oui, ce nouveau format, on l'appelle Discovery. Une petite anecdote avec le Crew Dragon qui embarque aujourd'hui du Chromium et du JavaScript dans l'espace. Donc on s'était dit, allez, un petit thème espace, ça peut bien coller à ce qu'on attend. On va commencer par le commencement par rapport à Vue.js et on va parler un petit peu de son créateur, Evan You. Alors je pense que toi comme moi, Denis, on le suit sur Twitter parce que c'est quand même un personnage, ça fait partie des figures qui portent ce framework car c'est lui qui l'a créé et qui aujourd'hui le maintient. Alors il n'y a pas que lui, mais il est payé pour. On reviendra là-dessus juste après. Mais avant, on va revenir sur son parcours. Alors il faut savoir qu'Evan, c'est quelqu'un qui a été démarché par Google lors de ses études. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement, Evan You, lui, depuis qu'il a appris à coder, il aime bien les interfaces utilisateurs et tout ce qu'il se trouve dans le navigateur. Je ne sais pas si tu connais, Denis, les Chrome Experiment. Alors ça me parle pas trop, mais il me semble que c'est des sujets qui sont mis à disposition des gens. Oui, alors en fait c'est même plus simple que ça, c'est un catalogue d'expériences utilisateurs. Et en fait, Evan en a proposé quelques-uns sur cette plateforme-là, et c'est comme ça que Google est venu ensuite lui dire que ses talents pouvaient être intéressants pour intégrer ses équipes. Donc la suite assez logique, il a été embauché par Google, et il a intégré assez rapidement une équipe d'un framework que vous connaissez au moins de nom, qui est AngularJS. Evan You, il commence dans la team AngularJS, et c'est très rigolo parce que Benjamin, tu parlais de personnages au début, et moi j'irais même plus loin, je parlerais même de personnalité, parce qu'il a une personnalité assez forte, et il porte aussi tout l'écosystème Vue.js avec lui, quoi. Donc il intègre la partie AngularJS, donc un framework qu'il apprécie beaucoup, même si il a aussi pas mal d'attentes envers ce framework, pas mal de choses qui ne le conviennent pas, des choses qu'il aime bien aussi, notamment l'aspect directive, c'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter des éléments de marquage au niveau du HTML pour ajouter du comportement sur ma page web. En parallèle, il se lance sur un projet perso. Pourquoi ? Parce que il a quand même beaucoup d'attentes sur AngularJS et il se rend compte que ça va pas dans le sens que lui aimerait. Et d'ailleurs, on voit aussi ce que ça a donné, AngularJS. On est plutôt sur Angular 2 et plus maintenant, donc peut-être qu'il était un peu plus dans le vrai aussi là-dessus. Et donc du coup, il se lance sur un projet perso. Et le mot d'ordre de ce projet perso, c'est si je peux prendre tout ce qui me plaît d'Angular et faire un framework avec, ça sera le meilleur framework du monde. Bien sûr, en toute modestie. Et petite anecdote sur le nom de la librairie, au départ, il devait soumettre sur npm seed.js, sauf que c'était déjà pris. Et oui. Donc, il a entrepris de chercher un nom qui était à la fois évocateur de sa librairie, mais qui n'était pas non plus trop littéral. Donc Vue.js, donc V-I-E-W, ça lui plaisait pas tant que ça. Il a cherché à traduire en fait Vue dans d'autres langues, et je pense que vous l'avez tous et toutes deviné, c'est qu'il a porté son choix sur Vue en français, donc V-U-E, parce qu'il trouvait que ça sonnait bien et que c'était pas du coup trop littéral.
Et c'est à ce moment-là que la première version de Vue.js est née. Alors attention, première version ne rime pas avec 1.0, on n'y est pas encore. La première version poussée sur NPM est la 0.6 le 8 décembre 2013. Et c'est qu'à partir de la 0.9 que Evan il se dit que donner des noms de code sympas avec une influence forte du monde des mangas et de l'animation japonaise serait une bonne idée. Et donc la 0.6 s'appelle Animatrix. Si on regarde la vraie version 1.0, elle va sortir le 27 octobre 2015 avec nom de code Evangelion. Et enfin, la dernière version en date, qui est du coup Vue.js 3.0, elle est sortie le 18 septembre 2020, donc c'est assez récent, avec le nom de code One Piece. Par la suite, Evan va changer de boîte plusieurs fois avant de se consacrer à 100% sur sa Lib Framework, grâce notamment au lancement de son Patreon. Le Patreon, c'est quelque chose de public, c'est ce qui va vous permettre de soutenir quelqu'un, en l'occurrence un créateur. Et aujourd'hui, Evan tire principalement ses ressources financières de ce Patreon, mais comme il l'a dit lui-même, ça sert aussi à payer un petit peu tout son écosystème et aussi ses collaborateurs ou bien diverses choses autour du projet Vue.js. Voilà, et en fait, avant de se lancer, Evan a attendu quand même d'avoir un soutien assez fort, parce que du coup, voilà, Patreon, c'est du crowdfunding. Du coup, il a attendu quand même d'avoir un soutien qui permette aussi de se lancer, quoi. Il s'est pas lancé dans le vide avec $5 tous les mois, quoi. Non, il a attendu effectivement qu'il y ait une sorte de hype derrière, c'est-à-dire vraiment une utilisation et une communauté pour que son projet de se lancer pleinement en tant que développeur à 100% open source sur ce projet puisse être viable. Là, pour indication, il est à 158 contributeurs par mois et ce qui donne environ, en tout cas déclaré sur Patreon, 13 839 €. Alors, ça peut sembler un bon salaire, mais comme je l'ai dit précédemment, ça sert pour lui, ça sert pour tout ce qui est écosystème. Et derrière, c'est aussi dangereux. Parce que du jour au lendemain, très bien le mois prochain, tout le monde peut très bien arrêter de faire son don de Patreon et il se retrouve totalement sans revenu aussi. Donc il y a aussi un risque derrière et forcément une attente aussi de résultats des personnes qui souhaitent soutenir le projet. C'est-à-dire que si c'est Evan juste la figure et la personnalité, comme tu le disais tout à l'heure, Denis, ça va peut-être pas suffire. On a juste peut-être besoin de quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui souhaite vraiment pousser le projet au maximum. Oui, et puis même autrement sur les attentes au global d'évolution. C'est-à-dire que là, Evan peut très bien se dire que le framework, il est arrivé à une situation assez proche de la maturité et que les évolutions seraient plus minimes. Et du coup, ça ferait aussi chuter potentiellement les contributions en se disant, ok, ça c'est un framework qui est en maintenance, j'ai plus de raison d'apporter mon soutien. Je crois que pour le démarrage du projet aussi, Benjamin, tu voulais nous parler du PDG de Laravel. Alors oui, effectivement, si on parle de Taylor Otwell, donc le créateur de Laravel, il a écrit un tweet le 21 avril 2015 qui va changer vraiment la face de Vue.js, passant de framework librairie, on va dire ça comme ça. On va voir pourquoi tout à l'heure. On en reparlera, je crois, de cet aspect. Où on va passer de simple librairie front à vraiment hype, événement et adoption massive d'utilisateurs. Puisqu'en fait, ce 21 avril, il tweet qu'il est en train d'apprendre React. En gros, qu'il en a un petit peu marre. Il trouve que la courbe d'apprentissage est complexe et qu'il est en train de, à côté, apprendre aussi Vue.js parce qu'il a l'impression que c'est facile et que ça permet de faire de jolis sites web. Suite à ce tweet, parce que lui, c'est une personnalité, Taylor Otwell, incapable de vous dire combien il avait d'abonnés en 2015, mais en tout cas en 2021, il en a 103 000. Donc ça fait une certaine audience atteinte grâce à ce tweet. Oui, sachant que c'est une audience qui est aussi assez ciblée. Je pense que c'est pas n'importe qui. On n'est pas en train de se dire est-ce qu'on est en train de suivre Barack Obama ou Angela Merkel. Là, c'est vraiment une audience de niche. De niche technique. Donc 100 000 personnes, c'est énorme. Il va par la suite embarquer Vue.js dans Laravel. C'est-à-dire que ça va être votre bibliothèque que vous allez utiliser pour créer vos interfaces graphiques. Par défaut, ouais. Voilà. Et donc, suite à ça, forcément, adoption massive de Vue.js et phénomène complet. Alors, on va revenir un petit peu sur les versions de Vue.js. Tout à l'heure, on a parlé de la version 1.0 Evangelion. Et pour la version 2.0, Ghost in the Shell,
Elle est sortie le 30 septembre 2016 et on sent que l'évolution a été un peu différente cette fois-ci. On sent qu'il y a eu un changement et une adoption plus massive de développeurs. Bon, ils ne respectent pas le SEMVer, mais Ah oui. voilà, ça a évolué en 2.2, 2.3, 2.4, etc. Et donc là, on doit être en 2.6, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, les versions qui sont dites mineures apportaient quand même un certain nombre de fonctionnalités. Et du coup, voilà, ça fait 5 ans en fait que Vue 2 continue d'évoluer, quoi. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a Vue 3 qui est sorti l'année dernière de façon officielle, dans le sens où vous pouvez l'installer sur vos projets. C'est plus une version bêta. Par contre, ça ne sera pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la version par défaut qui est installée quand vous faites un npm install Vue.js. Toujours la version 2. Alors, pourquoi, Denis, tu as peut-être des éléments de réponse? Ouais, le cœur de Vue 3 est sorti en septembre 2020, en officiel, voilà, stable, tout va bien. Mais il y a les éléments à côté qu'on va rediscuter, je pense, après aussi, qui, eux, sont pas tous prêts. On pense notamment au routeur, la partie state management de Vuex. Il y a aussi un outil de migration aussi qui était prévu, etc., qui n'est pas forcément prêt. Et donc, du coup, pour l'instant, on y va tranquillement. C'est-à-dire qu'on propose pour ceux qui veulent essayer, qui veulent se mettre dessus. Mais voilà, c'est pas la version installée par défaut parce qu'on se réserve aussi un peu de marge de manœuvre, quoi. Et du coup, Benjamin, est-ce que tu sais, toi, quand est-ce que ça arrive par défaut Vue 3? À la VueConf de cette année, en fait, ils ont annoncé qu'on va pouvoir avoir Vue 3 par défaut à la fin du deuxième trimestre 2021, donc vers juin. Alors après, c'est vrai que des fois, ça décale. Souvent. Moi, je vois plus ça en Q3, mais bon, après, à voir. Et il y a un truc qui n'était pas forcément annoncé au départ, mais qui a été aussi annoncé à cette VueConf, c'est qu'on va avoir la suppression totale en fait de la compatibilité avec IE11. Petite info exclusive comme ça. Je sais pas si c'est exclusif, mais en tout cas, ça sera le cas. Ça fera peut-être un peu moins de nœuds au cerveau au niveau flex, par exemple. Bien sûr, et puis même, faut penser derrière à tout ce qui est librairie et framework, l'ensemble des polyfills qui va nous permettre d'utiliser du JavaScript contemporain pour une cible qui est assez ancienne aujourd'hui. Hein. Oui, exactement. Il faut savoir que les jeunes développeurs n'ont pas cette douleur-là. Hein. De moins en moins, en tout cas, moi je vois arriver sur les projets des personnes qui me disent « Non, mais moi j'ai jamais codé, par exemple, en ES5, j'ai toujours fait de l'ES6, avec Arrow Function, class et choses comme ça. » quoi. Donc ils n'ont pas cette douleur de « Ah ouais, mais attends, en ES5, et puis en plus c'est de l'ES5 pour l'IE11, donc attention, il y a des trucs qui se comportent différemment. » De moins en moins. Donc du coup... Ouais. Mais ils ont tendance à oublier qu'on a quand même besoin parfois de polyfills. Parce que même si le JavaScript n'a pas fait un énorme bond en avant comme on avait de ES5 à ES6, où à chaque fois maintenant les versions d'ES qu'on a chaque année a des groupes de fonctionnalités moindres, on va dire peut-être moins essentiels qu'avant. C'est plus minime comme ajout. C'est plus minime et les choses qui arrivent, on en avait parlé dans le podcast sur TypeScript, on va avoir des choses qui sont déjà utilisées quelque part et que du coup il y a déjà des polyfills qui existent ou des façons de faire et on vient intégrer des choses natives au langage ensuite. Et si on parlait maintenant de Vue.js finalement, qu'est-ce que tu peux nous dire de Vue.js, Denis, en quelques mots, avant de passer dans le dur du sujet derrière avec tous les concepts? Alors il y aura une première problématique qu'on va aborder directement dans les concepts clés. Voilà, un débat qui divise entre librairie, framework et tout ça. Nous, on vous donnera un peu notre perception là-dessus. Globalement, autrement, c'est un framework front-end. Aujourd'hui, c'est sûrement le framework front-end qui a le plus de hype. Donc, pas forcément le plus d'utilisation, mais vraiment le plus surveillé. Celui qui pourrait donner le plus envie aussi aux développeurs. Récemment aussi, on a eu un shift de mentalité entre c'est un framework qui est hype, mais c'est tout, et c'est un framework qui est production ready, quoi. C'est cette espèce de conscience collective de se dire ah mais en fait on peut faire de la prod avec Vue.js. Ah oui. Voilà. Je parle dans les grandes entreprises et dans les gros projets, parce que sinon après faire du prototype en Vue.js ça va très très vite aussi. Et puis, voilà, quoi dire d'autre
un écosystème assez riche, pas mal de choses qui peuvent aller avec, tout comme la possibilité de laisser le choix aux développeurs d'assembler son écosystème front. Donc voilà, pas mal de possibilités et en même temps pas mal d'assistance aussi. Ouais, Vue.js va emprunter des concepts à la fois à React, par exemple, avec du JSX dans Vue.js, ou bien les directives en Angular. Alors, il va concilier en fait les deux mondes et il est considéré comme inclusif par les développeurs et aussi par les créateurs de la librairie framework. Et si on prend la brique de base de Vue.js, qui va être de créer des comportements sur des bouts de HTML, on va avoir vraiment un aspect déclaratif, prototypal, où on va venir s'amuser à faire apparaître un bloc de HTML avec une directive VIF, par exemple, où on va vouloir aussi itérer sur des structures avec des V-for. Voilà, on va venir apporter un comportement, une petite logique, mais d'un point de vue purement HTML quasiment, et assez simple. Donc là, on a une partie un petit peu composant. Donc là, on est vraiment dans une partie librairie. Et si derrière, on grossit de plus en plus en essayant de voir si on veut mettre des gestions d'état, si on veut avoir un routeur, si on veut faire du SSR, là, on va de plus en plus se rapprocher de ce que propose un framework à l'Angular. Alors, React le propose aussi, mais voilà. Mais c'est pas out of the box, c'est pas tout ne vient pas ensemble. Quand on est obligé d'assembler nous-mêmes React, on a nos petits Lego avec nos petites briques pour construire notre beau mur. Et Angular, c'est plutôt on a le mur et puis voilà, c'est ça. On joue avec. On a le choix de la librairie toujours. Hein. C'est ça aussi, c'est qu'on a cette philosophie de on part de notre brique de base qui va être le corps de Vue.js, la déclaration de composants et ce côté prototypage rapide aussi. On en reparlera un petit peu après. Mais on a des librairies officielles de l'équipe Vue.js qui vont vous permettre de faire grossir votre librairie pour devenir un véritable framework. Angular, on l'avait déjà aussi dit dans un précédent podcast, vient en mode all-in-one. Il va vous proposer vraiment du clic-bouton, j'aime bien dire ça comme ça, l'interaction au clic-bouton à je vais envoyer une requête côté back. Là, on va avoir aussi cet ensemble de stacks, mais découpé, mais avec des librairies officielles. On a quand même la possibilité de ne pas utiliser tel lib ou tel lib que la librairie officielle, mais on a aussi la possibilité de le faire et il y aura de la documentation dessus. Et c'est là où on va parler de oignon. Je pense que c'est ça la définition d'un framework dit oignon progressif, c'est-à-dire qu'on va partir du corps et à chaque fois on va rajouter une couche à cette librairie pour finalement créer un framework de plusieurs petites librairies qui vont ensemble, quoi. Voilà, et donc du coup, nous, notre vision de Vue.js entre librairie et framework, où on a l'impression qu'il y a un entre-deux qui existe difficilement, et ben au final, cet entre-deux, il se matérialise en fait par ce que propose Vue.js, c'est-à-dire une librairie core qui sert juste à faire du visuel, donc comme React DOM, et ensuite un ensemble de solutions qui sont là pour construire un écosystème, qui sont là pour fonctionner ensemble, avec une interaction qui est facilitée. Mais ces éléments, en fait, ils sont optionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les prendre, d'une part, et aussi on peut les substituer. Et donc, si on veut du Redux, on met du Redux. Si on veut rajouter une couche, je sais pas, de sécurité et des choses comme ça, on peut le faire très facilement. C'est plus vous avez votre recette et puis vous choisissez après ce que vous voulez dedans, quoi. Mais l'avantage, c'est que si vous êtes un peu novice, si vous hésitez, des choses comme ça, on vous propose déjà des éléments qui sont très pratiques, notamment Vue Routing ou Vuex. On n'est pas là en train de se dire, OK, est-ce que j'utilise bien la librairie? Est-ce que je l'implémente bien? Est-ce que je ne vais pas avoir des soucis de routage, etc. Non, c'est fait pour fonctionner avec, donc tout se passe bien, quoi. Et donc du coup, cette notion d'oignon, de framework progressif, c'est vraiment ça, quoi. J'ai un corps et puis après, je vais mettre autant de couches que je veux et ces couches-là, elles sont... Et je choisis ce que je veux. Ça, c'est voilà, vraiment ça. Voilà, je choisis ce que je veux et si je veux quelque chose d'officiel, je vais en plus être accompagné parce qu'il y a de la documentation. Et ça, c'est super important. On ne va pas se substituer, par exemple, comme tu le disais très bien, Vuex, par exemple, pour le state management, on peut très bien le substituer à Redux, mais on peut prendre Redux directement. Et il n'y a même pas de débat de se dire c'est lequel est le mieux. Là, on peut se poser surtout les bonnes questions, c'est lequel est le mieux pour mon projet. Voilà. C'est que si j'ai une équipe de dev qui connaît très bien Redux
et qui est très à l'aise avec parce qu'ils sortent d'un projet React où ils l'ont utilisé, eh bien, ils peuvent le réutiliser dans Vue.js et au moins, ça leur servira de point d'appui. Voilà. Ils n'ont pas besoin de réapprendre parce que Vuex, même si ça réimplémente le pattern de flux, y a peut-être de la syntaxe qui change, peut-être des gotchas aussi, hein, des choses sur lesquelles, un peu des cas un peu particuliers sur lesquels on se basait dessus, et puis tiens, ça marche pas, quoi. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est important, c'est que l'équipe peut vraiment se concentrer sur qu'est-ce que j'ai besoin pour mon projet, quoi. On va reprendre un petit peu aussi le côté prototypage rapide et déclaratif. Donc le corps de la librairie de Vue, la brique primaire, va être en fait la conception de composants, d'éléments, on va dire, graphiques et dynamiques avec le système de directives. Et non seulement vous allez pouvoir tirer votre librairie avec votre petit npm install et votre package JSON, très bien, mais vous allez pouvoir aussi, étonnant que cela puisse paraître, utiliser un CDN pour pouvoir injecter dans une page web directement votre Vue.js. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas vu auparavant pour une lib qui se transforme aussi potentiellement en framework, c'est d'avoir un peu à la jQuery, hein, excusez-moi du terme, la possibilité d'injecter avec un CDN en fait, directement Vue.js, quoi. Et petite anecdote perso là-dessus, c'est des choses qui sont présentées pour faciliter l'accès à la librairie. Et en fait, moi, au contraire, quand j'ai découvert Vue.js, je trouvais que c'était perturbant parce que on avait plusieurs moyens de l'utiliser, quoi. Soit d'utiliser, de l'injecter dans une page, soit de gérer avec du NPM. Il y avait aussi d'autres méthodes un peu plus tordues. Mais en fait, quand on découvre et qu'on se dit, tiens, je vais essayer un petit prototype comme ça, et en fait, des prototypes, justement, comme c'est un prototype, il y a des exemples très simples, d'autres plus sophistiqués, mais il y a surtout plusieurs manières de le faire. Et moi, j'ai été extrêmement dérouté au début par toutes ces manières, et je me dis, mais si je dois démarrer un projet Vue.js, je fais quoi ? Et du coup, j'étais en fait pas mal paumé. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que c'était perturbant au début et c'était assez paradoxal parce que à la base, c'est fait aussi pour donner l'accès facile à tout le monde, quoi. Et si on ajoute au fait qu'on a découvert tous les deux Vue.js en version V2 où on pouvait faire du TypeScript avec, moi j'ai eu un problème au début, c'est de me dire est-ce que je vais plutôt adopter le JavaScript style ou le TypeScript style où il y avait vraiment l'un un vrai composant TypeScript et l'autre c'était encore une fonction JavaScript. Voilà, il y avait vraiment deux styles différents. Ouais, il y avait une scission aussi, ouais. Et une notion un peu de paradigme ou des choses comme ça, et de se dire est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans une manière de faire et des choses comme ça. Qui va être obsolète, finalement, on sentait que l'essor de TypeScript, on en a parlé sur le podcast précédent, fait qu'ici, on avait vraiment une véritable scission, et quand on est débutant dans la techno, qu'est-ce qu'on va prendre ? Quel pli on va prendre au départ ? Parce que c'est plus simple de rectifier au départ que quand tu as pratiqué pendant 6 mois, et encore, c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Et évidemment, la V3 en fait, acte pleinement le fait que le moteur a été réécrit en TypeScript. Donc, on parie pleinement sur TypeScript, même si on peut toujours le coder en JavaScript sur du Vue.js. Parlons un petit peu des gestions d'état. On en a déjà parlé. Tu as parlé de Vuex, par exemple. Donc, Vuex Redux implémente, comme encore une fois tu l'as dit, Denis, le pattern flux qui vient de React, qui vient de Facebook. Mais on peut très bien ne rien faire aussi en gestion d'état. Voilà, donc on peut ne rien faire, on peut choisir de faire du Redux, de faire une autre implémentation de flux, on peut faire du Vuex, et aussi on peut rien faire, c'est-à-dire que si on choisit des éléments comme GraphQL, on a des problématiques qui sont allégées et donc qui font que notre state management il est plus aussi important qu'il a pu l'être, ce qui existait avec flux par exemple. On peut aussi avoir des implémentations maison, voilà, des petits objets globaux qui contiennent nos données. On a des petites librairies aussi externes comme Akita par exemple, qui est une librairie qui permet de gérer son state avec du RxJS. Voilà. Au niveau de la gestion d'état, on a plein de choix et comme je le disais avant, en fait, tout est focalisé sur choisissez ce que vous avez besoin et pas ne pas avoir de choix en fait. Vue.js propose également du routing, donc si on en a besoin, on l'utilise, si on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas, et le nom, c'est tout simplement Vue Routing. Je ne vais pas épiloguer là-dessus.
Autre sujet un peu plus touchy, c'est au niveau de l'API interne de déclaration de méthode de composants. Ouais, je voulais en parler parce que c'est un concept assez complexe en fait qui a été rajouté au niveau de Vue 3. Moi, je trouve que c'est assez complexe. Mais bon, Vue, c'est le pari qu'ils ont fait au niveau de Vue 3 en rajoutant une autre API. L'API de base, c'était l'API qui s'appelle Option. Et la nouvelle API, c'est celle qui s'appelle Composition. Et voilà, en fait, l'objectif de la nouvelle API, c'était d'augmenter la scalabilité en fait, des composants et notamment au niveau de la logique et de l'articulation en fait, en termes de code de notre composant. Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'avec l'API Option, comme tout est orienté au niveau Vue.js, la déclaration des composants est très orientée autour du cycle de vie. Et en fait, on se retrouve que, on a notre composant de tableau, par exemple, il va déclarer son élément de filtre au début. Ensuite, il va faire certaines actions d'initialisation au moment où on crée le composant. Ensuite, il va avoir des actions un peu réactives par rapport à ce qui se passe avec notre filtre. Et puis après, on a d'autres éléments de destruction, etc. Et donc, du coup, en fait, quand on regarde bien, toute notre logique de filtre, elle est éclatée tout au sein de notre composant. C'est plus dur à suivre qu'est-ce qui se passe au niveau du filtre. Et puis là, j'ai donné un exemple, mais le tableau, il peut avoir aussi beaucoup de cas d'utilisation. On se rend compte que quand ça grossit, on se perd un peu là-dedans, dans tout ce micmac, etc. Et donc, le pari de l'API composition, c'est de regrouper des features, en fait. C'est un peu dur à rentrer dedans et à expliquer aussi là sans trop d'exemples. Dès que vous avez fait des composants un peu complexes, je pense que vous êtes potentiellement intéressé par cette nouvelle API on réarrange tout le fonctionnement de notre composant. Et après, en termes d'usage, c'est pas faut faire tout le temps du composition maintenant. L'écriture autour du cycle de vie aide à la compréhension aussi. Et après, si vous faites des composants un peu plus exotiques, passez plutôt sur du composition. Et une des questions qui avait été soulevée sur ces deux API, c'est qu'il y a une coexistence entre deux façons de faire. Donc, tu as très bien expliqué quand utiliser l'une par rapport à l'autre. Pourquoi en avoir deux? Et est-ce qu'à moyen long terme, en fait, on aura toujours ces deux API? Et Evan You a dit que oui, elles étaient complémentaires. Effectivement, en fonction de la situation, on va plutôt utiliser l'une par rapport à l'autre. Cette critique-là venait aussi du fait qu'il y avait des petits soucis au niveau du bundle Vue.js, même s'il est assez léger, qui gérait, qui ne faisait pas de tree shaking, typiquement. Ajouter des nouvelles fonctionnalités, avant, ça se traduisait par un impact direct sur le bundle. Et comme en Vue 3, on a un tree shaking qui est opérationnel partout, si vous n'utilisez pas l'API composition, votre bundle, il n'est pas impacté. Un autre concept dont on voulait parler dans Vue.js, c'est que Vue.js, c'est un framework inclusif. Ils aiment bien prendre les bonnes idées, on va dire, des copains, ou en tout cas ce qui, eux, pensent être des bonnes idées, avec l'inclusion de JSX à l'intérieur de Vue.js. Alors, JSX, ça va parler à nos amis développeurs qui font du React, et en fait, c'est faire du HTML dans du JavaScript. Si je dois en résumer dans les grandes lignes. Oui, excusez-nous si vos oreilles saignent avec ça, mais on vulgarise très 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 simplement. Voilà, avec notamment une fonction de render qui va nous permettre de générer en fait cet HTML au point de vue du framework. Et Vue propose la possibilité de faire du JSX, permettant à des développeurs React de aussi retrouver leur marque. Et même du TSX, en fait. Et même du TSX, oui, effectivement. Je pense JSX, mais TSX, c'est la version que nous, on va aller préférer, étant assez fan du TypeScript. On va parler maintenant un petit peu de l'écosystème qu'il y a autour de Vue.js, et c'est intéressant parce que il y a eu quand même pas mal de projets qui ont percé. On va parler notamment de Nuxt.js. Encore une fois, nos amis React vont trouver une similarité avec le framework qui existe sur React avec Next.js, qui est fortement inspiré jusqu'au nom. Et Next.js, ce qui est intéressant avec ce framework-là, c'est qu'on va avoir un petit peu une philosophie à la Angular en proposant une liste de choix préfets de librairies inclus. Donc on va avoir un framework un petit peu all-in-one et qui va également proposer tout un tas de générations de rendus côté serveur, de single page application et aussi de la génération statique. Ouais. Voilà.
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui émerge. Ça revient, ouais. Ça revient, voilà. Le fait que le web de base, c'était des pages statiques légères. Là, on essaye de plus en plus pousser sur une génération de pages statiques sans forcément avoir de gros bundles côté client et que ça soit tout généré de base. Donc Next.js, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça mériterait également un podcast sur Next.js tellement l'univers est riche et permet de faire pas mal de choses. On a également dans l'écosystème Vue.js, on a des librairies purement graphiques comme Vue Material qui, comme son nom l'indique, va nous proposer du material design. On va aussi avoir deux frameworks, on va dire. Là, c'est plus des frameworks UI, donc vraiment spécialisés dans l'interface. Je ne connaissais pas avant d'avoir préparé le podcast ces deux frameworks. Donc, le premier, c'est Quasar, qui est donc dit comme un framework d'interface qui va nous permettre de construire des interfaces en Vue.js très rapidement. Typiquement, on va nous proposer des bibliothèques de composants avec du material design. Et on va avoir Element Plus, qui, pareil, propose des kits de composants d'interface web. Donc là, vraiment, avec un design et un fort parti pris, un petit peu, si je peux me permettre, à la Bootstrap, finalement, qu'on a tous connu à un moment donné dans notre vie de développeur front-end. Voilà un petit peu sur l'écosystème d'un point de vue, on va dire, framework et bibliothèque. En tout cas, ce sont les plus connus. C'est ce qui avait été présenté à la VueConf. Et qui, du coup, en plus, sont en train d'être mises à jour, voire pour certains sont déjà à jour avec Vue 3. Exactement. Voilà, comme on disait, Vue 3, ça arrive en officiel complet voilà, hein, comme les PDF qui n'en finissent jamais, qui arrive du coup en Q2 2021, fin juin en théorie. L'écosystème est déjà prêt ou est en phase de l'être, donc ça c'est cool. On va avoir dans l'écosystème également des choses intéressantes pour nos IDE, avec des supports de plusieurs plugins. Un des plus connus sur VS Code, c'est Veture. Je ne sais pas si je le dis. Veture, ouais, on ne sait pas comment le prononcer. Veture, qui va vraiment nous aider au niveau de l'IDE. Alors après, on parle aussi de Vue.dx ou Vue.dx et Volar. Et par contre, cela, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, je ne les connais pas. Je pense que tu voulais parler, Denis, un petit peu peut-être de Vite et Vue CLI. Juste, je reviens sur Veture et Volar. En fait, avant, Veture, c'était l'extension officielle pour Vue. Et en fait, ils ont décidé de refaire une extension pour rattraper un peu toutes les erreurs qu'ils ont pu faire avec Veture et Vue.dx. Et du coup, normalement, la nouvelle extension qui devrait émerger et être l'officielle, c'est Volar. Okay. Sur VS Code, en tout cas. Ok, d'accord. Et ouais, pour en revenir du coup aux parties bundle et CLI, on a l'outil Vite qui a fait pas mal de bruit parce qu'en plus, il est utilisable ailleurs. On peut l'utiliser par exemple avec du React. Donc là, on se dit où est-ce qu'on arrive parce que on a Vite qui est aussi un outil qui est propulsé par Evan-You. Et d'un autre côté, on se dit, mais pour Vue, on a déjà ce qu'il faut, on a le Vue CLI. Où est-ce qu'on va L'horizon, il est assez radieux parce qu'en fait, Evan-You, comme il est autour des deux outils, peut vraiment décider ce qu'il a envie de faire. Et lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est de faire converger ces deux outils, garder tout l'aspect performance et optimisation de Vite, parce que ça a été fait pour ça, avec le Hot Module Replacement, mais en même temps, il veut garder tous les à côté de Vue CLI. Pour l'instant, ça coexiste. Et l'objectif, à terme, c'est de merger les deux outils et d'avoir un CLI très rapide pour les aspects de bundle et qui ensuite rajoute d'autres fonctionnalités au niveau de Vue, quoi. On va arriver à la fin de ce podcast. On espère que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, on l'a voulu volontairement plus léger, moins rentré dans la technique, mais plus pour découvrir ensemble un framework, là en l'occurrence, un framework librairie, encore une fois. Vue.js, je ne veux froisser personne. Et on va essayer de renouveler ça plus tard, sous forme de petite saga. On ne sait pas encore où on va, mais on aura plein de sujets et n'hésitez pas du coup à réagir à ce format de podcast, puisque si vous voulez qu'on creuse plus sur du Vue.js, par exemple, quitte à avoir un guest dans un des futurs podcasts, ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour et on verra ce qu'on va pouvoir faire avec ça.
D'un autre côté, n'hésitez pas non plus à nous dire si vous appréciez ce format un peu plus découverte, mais ça peut être aussi des choses que vous pouvez retrouver ailleurs dans des articles, et peut-être que ça, c'est un niveau de précision qui est pas assez suffisant. Et on pensait aussi vous faire découvrir d'autres éléments aussi, en survolant les concepts, etc., en les découvrant un peu avec vous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur toutes les autres applications de podcast. D'ailleurs, j'ai récemment soumis sur Amazon Music. Donc s'il y a des personnes qui écoutent sur Amazon Music, il y a maintenant une rubrique podcast et on peut retrouver Front-End Chronicles à l'intérieur. Vous pouvez également nous retrouver sur nos LinkedIn respectifs. Tous les liens sont disponibles dans les notes de l'émission. C'était Front-End Chronicles. À la prochaine. Salut. Salut.